Nous sommes en 2020 et toute l'agglomération parisienne a été urbanisée. Toute? Non. En Seine-Saint-Denis, à 15 minutes à pied du métro Mairie-Montreuil, des irréductibles citoyennes et citoyens résistent à l'envahissement du béton. Ils protègent un poumon vert de 35 hectares qui porte le joli nom de mur à pêche. Cet îlot de fraîcheur est aujourd'hui menacé par un projet de promotion immobilière. Bienvenue au pays des alternatives et des luttes, une convergence indispensable pour sauver les murs à pêche. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire mur à pêche? Pour comprendre la richesse de ce patrimoine et matrimoine, faisons un saut dans le temps de 400 ans. Au XVIIe siècle, les paysans de Montreuil se lancent le défi de cultiver des pêches dans le climat froid parisien. Ils inventent alors un système de serre low-tech. Avec le gypse trouvé dans les sous-sols de Montreuil, ils construisent un labyrinthe de murs sur lesquels ils fixent des arbres fruitiers. Les murs enduits de plâtre stockent la chaleur du soleil et la restituent au pêcher. Avec cette technique de génie, les jardiniers montreuillois produisent jusqu'à 17 millions de fruits par an. En plus, ils s'amusent à dessiner sur les fruits et c'est tellement classe que l'on retrouve les fruits sur les tables de la cour de France, de la reine d'Angleterre et des tsars de Russie. Malheureusement, cette belle histoire se termine à partir de la fin du 19e siècle. Les chemins de fer permettent aux fruits du sud de la France d'arriver les premiers et à moindre coût sur le marché parisien. Et bien sûr, la magnifique période industrielle bat son plein et les enfants des arboriculteurs vont préférer rejoindre l'usine au jardin. Mais alors, que sont devenus aujourd'hui nos fameux murs à pêche ? On est au cœur de l'agglomération parisienne avec 15 millions d'habitants autour et là on a cet espace, c'est un espace résilient, c'est un espace avec des arbres, avec des oiseaux, avec un ruisseau, avec des histoires, avec de la liberté, avec des arbres fruitiers, avec des fleurs. C'est la culture, c'est les racines, c'est un lieu d'action, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu d'acceptation, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de lutte, c'est tout ça les murs à pêche. Moi ça me donne clairement envie d'en savoir plus. Alors partons pour une exploration hivernale de ce lieu mythique. La grande force des murs à pêche, c'est le vivier d'associations de Montreuil qui prennent soin de ce lieu. D'année en année, les murs à pêche deviennent un incroyable refuge pour la faune et la flore. Mais quelles sont les techniques magiques des habitants pour en arriver là? En installant des haies avec des arbres de différents types, des arbustes qui ont plusieurs fonctions, des fonctions qui peuvent être mellifères, des fonctions esthétiques, des fonctions odoriférantes, des fonctions nourricières. Et c'est pour ça qu'ici, nous essayons de développer tout un ensemble de boutures, de nombre de végétaux plutôt indigènes, en grande majorité, et qu'on va essayer d'implanter un peu partout en ville. Alors si les haies sont un bon moyen de renforcer la biodiversité dans ce tissu urbain, une autre méthode mise en place au mur à pêche est la création de zones humides, des mares quoi. La mare, c'est un endroit qui est justement un symbole de vie, qui accueille toute une biodiversité, que ce soit les abeilles qui vont boire l'eau, les têtards qui vont faire des crapauds après et qui vont justement aussi manger des insectes indésirables du jardin par exemple. Les murs à pêche sont le terrain de jeu de nombreux artistes et chacune et chacun participe à y faire vivre l'art populaire. Par exemple, le Jardin des couleurs qui crée des pigments à partir de végétaux pour faire de la peinture. Et il y a aussi Patrick qui s'amuse à réaliser des formes insolites d'arbres fruitiers. Je fais des formes fruitières, j'en ai une trentaine. Le principe c'est de tracer aussi, de dessiner, dessiner la forme fruitière et ensuite d'utiliser des clous et des loques, des bouts de tissu pour diriger les branches. Puis là j'ai fait plein de surgreffes, c'est-à-dire j'ai plein de variétés de pommes. Ça c'est le point de greffe. Là ça fait un bourrelet, donc en dessous il y a un porte-greffe, donc dessus on met ce qu'on appelle un greffon, du fruit désiré. Pendant que Patrick fait perdurer les techniques horticoles des derniers siècles, d'autres investissent les lieux pour faire du land art. Land art, c'est de l'art dans et avec la nature. C'est une intervention artistique dans la nature. On est 3 artistes plasticiennes, on s'est rencontrés en faisant du land art au mur à pêche.
Et on a décidé de monter cette association pour pouvoir permettre à d'autres gens de faire du land art dans les murs à pêche, ouvrir un peu ce territoire qu'on connaît. L'art est aussi mis au service des luttes. Les messages délivrés par les œuvres célèbrent le vivant et rappellent la nécessité de le protéger. L'idée, c'était d'apporter l'accès à la culture, aux loisirs, aux personnes des quartiers alentours. Il y a pas mal de quartiers, on va dire, populaires, avec des cités HLM. Du coup, c'est pas l'endroit de Montreuil où il y a le plus d'activités culturelles. Parce que c'est aussi ça, les murs à pêche, c'est toute la population alentour. Les associations font un véritable travail d'archivage pour restituer et porter la mémoire des murs à pêche. De nombreux visiteurs viennent se perdre dans ce musée à ciel ouvert et découvrir les ruches de l'école d'apiculture urbaine, le jardin d'inspiration médiévale qui cultive des plantes médicinales, des restaurateurs de murs passionnés et même une microbrasserie dédiée à la fabrication de bières artisanales, la Montreuilloise. Cet univers féerique est terni par le rapport de force permanent pour récupérer le potentiel foncier des murs à pêche. C'est qu'il y a beaucoup de thunes à se faire avec autant d'hectares de friches aux portes de Paris. Un nouveau projet concerne la cession d'une parcelle publique à un acteur privé. L'heureux élu est le promoteur Urbanera, une filiale du groupe Bouygues Immobilier qui a été choisie par le jury du concours Inventons la métropole du Grand Paris. Le projet, c'est réhabiliter une ancienne blanchisserie industrielle, l'usine EIF, et accessoirement aménager les friches des murs à pêche aux alentours. Cet acteur privé propose un programme de plus de 13 000 m², avec un hôtel écologique, de la restauration, des commerces, un Fab Lab et 83 logements. Sur le papier, ça a l'air plutôt cool. Alors pourquoi les habitants s'y opposent ? Paris est déjà super dense, la ville la plus dense d'Europe. Il faut loger, mais il faut aussi se nourrir. On a aussi besoin de nature, de zones de calme, de repos, de ressourcement. Donc les besoins ne sont pas que de logement. À Paris, ils enlèvent la chaussée, le goudron. Ils n'ont plus de terre. Ils font de l'agriculture sur des toits de gymnase, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va enlever la terre pour mettre des bâtiments. Est-ce qu'on souhaite continuer à urbaniser les zones vertes ? Est-ce qu'on veut toujours apporter du béton à l'intérieur de la verdure, sachant que du coup, la verdure ne fait que diminuer. Et à force, en fait, on n'aura plus d'espace vert. Et régulièrement, sur les gros orages du mois d'août, on a des inondations, des torrents d'eau qui tombent parce qu'on a imperméabiliser le plateau avec toutes les constructions, et donc l'eau, au lieu de rester sur le plateau, elle descend. Donc on dépense des fortunes à faire des bassins de rétention pour limiter les dégâts, alors que si on n'urbanise pas, ça coûte pas d'argent. Et on a une réserve, une éponge naturelle qui va garder l'eau sur le plateau et limiter ces crues intempestives. Qu'il faille réhabiliter ce truc-là et qu'il faille en faire quelque chose, pour moi, c'est une évidence. Après, que ce soit un promoteur privé qui s'empare de ça, c'est vrai que c'est effectivement un souci. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens de faire de cet endroit et de ce qu'il y a autour un endroit qui soit pensé par et pour les habitants. Et là, on est face à un acteur totalement hors sol, qui est ni local, ni historique dans les murs à pêche, qui propose un projet qui lui aussi est hors sol. Proposer 83 logements sur un site historique, patrimonial et sur un territoire naturel, ça n'a rien de logique. On est juste entièrement perdant dans ce projet, pour lequel on n'a pas voté d'ailleurs. Finalement, c'est juste des intérêts économiques en fait. C'est un peu dommage que là encore, ce soit toujours les intérêts économiques qui priment. La Fédération des murs à pêche demande à ce que ce projet soit définitivement retiré. Elle demande que soit institutionnalisée une cogestion avec les associations et les habitants de quartier, avec une véritable gouvernance démocratique pour permettre à ce réservoir de biodiversité, de culture et de solidarité d'être à l'abri de l'avidité. Les murs à pêche font partie de nos biens communs à défendre, à l'image de l'eau, de l'air qu'on respire et du vivant dans son ensemble. Aujourd'hui, beaucoup trop de nos biens communs sont menacés en France. Mais vous pouvez vous mobiliser et rejoindre une lutte à côté de chez vous grâce à Superlocal. Superlocal, c'est un collectif qui recense et cartographie des centaines de projets injustes et polluants comme des fermetures de lignes de train, des centres commerciaux ou des sites industriels. Ensemble, ancrons la mobilisation pour la justice sociale et climatique dans nos territoires.
Il y a eu des grands projets d'urbanisation, ils se sont cassés la figure parce que les gens se sont mobilisés. Et puis il faut se battre et pas se faire marcher dessus.